9 heures, la matinale de l'EDJ. Bonjour à tous, il est 8h, bienvenue sur la matinale de l'EDJ. Pour m'accompagner pour cette avant-dernière de l'année 2023, je suis avec Théo, comment ça va ? Salut Alex, ça va et toi ? Ça va très bien. Et avec Mylène, bien sûr, ça va Mylène ? Ça va, toujours en forme. Nickel, si tout le monde va bien, on commence avec la météo. Et on attend pas mal de pluie et de grisaille aujourd'hui, Théo. Oui, la France est très couverte aujourd'hui. On attend des averses sur toute la moitié nord, à l'exception du sud-ouest, qui restera ensoleillé. La région lyonnaise devrait aussi s'éclaircir dans le courant de l'après-midi, à l'instar des régions de Perpignan et Montpellier. On attend le retour de la neige aux frontières belges et sur toutes les frontières de l'Est, ce qui devrait ravir les enfants, on n'en doute pas. Et ça sera aussi le cas des Alpes-Maritimes, sous la neige dans l'arrière-pays, comme à Saint-Étienne-de-Tinée ou Saint-Auban. Notez que le département est placé en vigilance jaune, neige et verglas, au moins jusqu'à demain. Le reste du territoire azuréen est sous la pluie. Du côté des températures, comptez en moyenne 7 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 14 degrés pour la moitié sud. Et dans notre département, ne bouge même pas entre ce matin et cet après-midi. En moyenne 10 degrés pour la bande littorale et 2 degrés pour l'arrière-pays. Bonne journée à tous. Merci Théo. À la une aujourd'hui, l'attaque meurtrière à Paris. L'individu, un Français d'origine iranienne, fiché S, face au parquet antiterroriste. Sa mère avait alerté les autorités en octobre dernier, inquiète du comportement de son fils. Vous apprendrez notamment qu'il était en relation avec le meurtrier de Samuel Paty. La COP28 a débuté depuis la semaine dernière et comme à son habitude, elle a pour but d'apporter plusieurs solutions, notamment à la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Hugo reviendra sur ces rencontres. Retour aussi sur le drame qui a touché un supporter nantais lors de la rencontre Nantes-Nice samedi soir. Un homme est mort suite à un coup de couteau de la part d'un chauffeur VTC aux abords du stade. Pour revenir au football, Quentin poussera un coup de gueule sur le jeu assez ennuyeux que propose l'OGC Nice depuis le début de l'année, surtout après leur première défaite de la saison. Léa nous donnera son avis sur l'enquête Les Rapaces de Camille Vigonne-Lecote, l'autrice met en lumière les nombreux micmacs qui touchent le maire de Fréjus, David Racheline. Enfin, Arnaud va nous parler d'un concert assez particulier puisqu'il se déroulera sur le jeu vidéo Fortnite. Et après Eminem, c'est au tour du chanteur The Weeknd d'intégrer cet univers. EDJ FM. Une attaque au couteau et au marteau a eu lieu ce samedi soir à Paris. Vous nous faites un point sur la situation, Mylène. Oui, ce samedi, il était près de 21h lorsqu'un homme a attaqué un couple de touristes allemands entre le quai de Grenelle et celui de Bir Hakeim dans le 15e arrondissement de Paris. Le touriste germano-philippin est décédé sous les coups de couteau de l'assaillant et avant qu'il ne puisse s'en prendre à sa femme, un chauffeur de taxi est intervenu. L'agresseur a alors pris la fuite mais a fini par s'attaquer à deux autres passants avec un marteau cette fois-ci et qui finiront légèrement blessés mais surtout extrêmement choqué. L'assaillant a crié Allahu Akbar à l'intention des policiers venus l'interpeller. Sur ses réseaux sociaux, les enquêteurs ont trouvé une vidéo de revendication de son attaque dont les causes seraient, je cite, l'actualité, le gouvernement et le meurtre de musulmans innocents. Et que savons-nous du profil de cet assaillant ? Alors, il s'appelle Irman Rajapour Miyandoab et a changé de prénom pour Armand il y a quelques années. Il a 26 ans, c'est un Français d'origine iranienne et il vit chez ses parents en Essonne. Son profil n'est pas inconnu pour les services de police. Le jeune homme est même fiché S, puisqu'en juillet 2016, il avait été interpellé par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pour un projet d'attaque à l'arme blanche dans les quartiers de la Défense à Paris, puis condamné à 5 ans de prison ferme, à 5 ans de prison, dont 4 en ferme. Les réseaux sociaux ont été sa principale source de radicalisation, puisqu'il a échangé avec plusieurs Français partis combattre en Syrie au nom de Daesh, mais également avec des auteurs d'attentats en France, comme Larossi Abala, assassin d'un couple de policiers dans les Yvelines en 2016, Abel Kermiche ayant tué un prêtre dans une église à Saint-Étienne-de-Rouvray la même année, ou encore Abdullah Anzorov, le bourreau de Samuel Paty en octobre 2020. Armand R souffre aussi de troubles psychiatriques très importants. Oui, mais depuis mars 2022, le jeune homme a arrêté son traitement médicamenteux avec l'accord de son médecin. Un cocktail explosif très difficile à détecter et à arrêter pour les services de renseignement, estime Mathieu Vallet, le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police au micro de France Info hier. Le policier a continué en expliquant qu'il existe des mesures pour surveiller ce genre de profil, mais que malheureusement, elles n'empêchent pas de passer à l'acte. Une déclaration à laquelle a répondu indirectement Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, invité hier soir du GT-TF1, on l'écoute. Et donc ce qu'il faut sans doute changer, on l'a vu autour de la Première ministre, c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent demander, exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les policiers ne sont pas des médecins, mais les policiers ont à gérer les personnes qui sont sous des troubles psychotiques, qui ont une santé mentale très détériorée, qui par ailleurs adhèrent à l'islam radical. Ils sont nombreux. Je rappelle que notre travail à la DGSI, au service de renseignement, c'est de les désigner
notamment auprès des médecins. Il n'y a pas d'obligation de soins psychiatriques. Je pense qu'une des conclusions de tout ça, ça doit être, on en a parlé autour de la Première ministre, d'avoir des conclusions d'obligation de soins psychiatriques. Une attaque qui a suscité des réactions des différents bords politiques sur X, anciennement Twitter. Merci à deux courageux policiers qui ont interpellé l'individu qui s'en prenait à des passants, a salué Éric Ciotti, le président du parti LR. Les Français se demanderont comment un homme fiché, déjà condamné pour avoir planifié un attentat, cas psychiatrique notoire dans le contexte actuel, ait pu se promener librement et armé un samedi soir dans les rues de Paris, et ils auront raison de s'interroger, a soulevé de son côté Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon, de ce côté, s'est également saisi du profil psychiatrique de l'assaillant. Il est temps de réaliser les conséquences de l'effondrement du système psychiatrique. Soins, suivis et enfermements médicalisés sont urgents pour réaliser la mise hors d'état de nuire pour ce type de personnes. Fin de citation. Et pour rappel, la mère de l'assaillant avait averti les autorités fin octobre dernier. Aux Philippines, la situation est dramatique avec un attentat revendiqué par l'État islamique ayant fait au moins 4 morts et 2 violents séismes ayant secoué le pays coup sur coup. Oui, hier lors d'une messe catholique, un attentat à la bombe a eu lieu dans le gymnase d'université à Marawi, la plus grande ville musulmane du pays. Au total, 4 morts et une cinquantaine de blessés, touché par l'explosion d'un engin explosif artisanal. Le groupe État islamique n'est pas resté longtemps dans le silence et a revendiqué l'attentat sur sa chaîne Telegram. Toujours dans la région de Mindanao, mais cette fois-ci samedi, un séisme de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter a frappé l'île du même nom dans le sud des Philippines. Cette secousse a été suivie quelques heures plus tard par 4 répliques d'une magnitude estimée aux alentours de 6, jusqu'à un nouveau séisme de 6,9 enregistré hier. Des phénomènes qui interviennent 2 semaines après un séisme qui avait déjà fait 9 morts. Avec les secousses de ce week-end, le bilan s'est alourdi avec 2 morts et au moins 4 blessés supplémentaires. La COP28 maintenant, s'est ouverte jeudi dernier, Hugo. Oui, la COP, c'est la conférence des Nations Unies, celle qui, depuis 28 éditions maintenant, tente de coordonner de nombreux chefs d'État dans un seul objectif, réduire ou du moins stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette année, elle se tient à Dubaï, un lieu controversé puisque les Émirats Arabes Unis sont un pays producteur de pétrole. Ils sont également accoutumés à l'artificiel, rivières et plages en plein désert, immense complexe en plein cœur de Dubaï pour faire du ski en intérieur, bref, c'est le pays de tous les excès. Plus de 140 chefs de gouvernement s'y sont donc retrouvés jeudi pour cette COP28. Deux grands absents, la Chine et les États-Unis, pourtant responsables à eux deux de plus de 40% des émissions mondiales de CO2. Et concrètement, Hugo, quel est l'objectif de cette COP ? Eh bien, il est très clair, dresser un premier bilan de l'accord de Paris, accord acté en 2015 lors de la COP 21. Il visait à limiter la hausse des températures au-dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle, mais un dernier rapport des Nations Unies prévoit plutôt une augmentation d'environ 2,5 degrés. La COP28 va donc chercher à mettre en place des correctifs pour tenter de rectifier le tir. Dès l'ouverture de la conférence jeudi, un accord a été trouvé pour la création d'un fonds de compensation des dommages climatiques dans les pays vulnérables. En clair, plusieurs pays riches mettront la main à la poche pour aider les pays pauvres à réparer les dégâts climatiques qu'ils subissent. Samedi, Emmanuel Macron a prononcé un long discours contre le charbon. Il a appelé les pays développés à abandonner ce combustible alors que le charbon génère aujourd'hui un tiers de l'électricité mondiale. Il a également annoncé l'objectif de la France de cesser l'usage du pétrole et du gaz d'ici 2050. Bref, cette COP28 est donc l'occasion pour tous les pays participants de présenter leur plan en faveur du climat. Reste à savoir si tous vont pouvoir s'y tenir. Fin des échanges le 12 décembre. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Hugo. Le gouvernement français a donné son feu vert pour les premières recherches d'hydrogène naturel, dit hydrogène blanc, dans les sous-sols du sud-ouest. Une première en France. Alors cet hydrogène blanc serait une bonne alternative de source d'énergie. Il est moins onéreux que le vert qui est produit à partir d'électricité renouvelable et n'émet pas de gaz à effet de serre, contrairement à l'hydrogène dit gris qui lui est produit à partir d'énergie fossile. Ce premier permis d'exploration est accordé en premier lieu dans les Pyrénées-Atlantiques, mais d'autres dossiers sont en cours d'instruction par le gouvernement français concernant la Lorraine ou le Jura. Pour le moment, l'exploration ne prend la forme que d'études sismiques avant d'envisager un potentiel forage d'ici 2 ou 3 ans avec de nouvelles autorisations. À savoir qu'à l'international, des forages ont été lancés aux États-Unis ou en Australie, mais un seul pays produit de l'hydrogène naturel à ce jour, il s'agit du Mali. Vendredi dernier marquait la fin de la trêve entre Israël et Palestine. Après une semaine de pause dans les combats, une négociation menée par le Qatar avec le soutien de l'Égypte et des États-Unis. Mais depuis, les bombardements se sont succédés dans le sud de Gaza. C'est le pire bombardement de toute la guerre qui frappe maintenant le sud de Gaza. Je vois arriver en masse des enfants parmi les victimes, a publié sur X, anciennement Twitter,
James Elder, le porte-parole d'UNICEF. Depuis la reprise des combats, la ville de Khan Younes est bombardée par l'armée israélienne. Une région de Gaza où les civils s'enfuient par centaines, où les hôpitaux sont on ne peut plus débordés et où le carburant manque cruellement. Le nord de Gaza n'est pas épargné non plus et l'armée israélienne continue les tirs d'artillerie. Cette même armée qui a indiqué avoir mené 10 000 frappes aériennes depuis le début du conflit le 7 octobre dernier et détruit plus de 500 tunnels utilisés par le groupe terroriste du Hamas. Samedi soir, avant la réception de l'OGC Nice par le FC Nantes, un supporter nantais a été tué, attaqué par un chauffeur VTC qui s'est rendu hier soir à la police. Le chauffeur de VTC en question, a été placé en garde à vue pour du chef, notamment d'homicide involontaire, a expliqué Renaud Godel, le procureur de la République de Nantes. Peu avant 20h samedi soir, des véhicules VTC transportant des supporters niçois jusqu'au stade de la Beaujoire à Nantes ont été pris à partie par des supporters locaux. L'un des chauffeurs aurait porté un coup de couteau à l'un des membres du groupe de la Brigade Noire, le groupe de supporters nantais. L'agresseur s'est rendu à la police au petit matin hier. Toute la lumière devra être faite sur ce drame, a expliqué le premier adjoint de la ville de Nantes, Bassem Assay. Peu après le début de la rencontre sur la pelouse de la Beaujoire, le club nantais a exprimé ses condoléances sur le réseau social X. Et hier à Nice, les 2 hommes interpellés au Moulin jeudi dernier ont été placés en détention provisoire. Ceux-ci sont mis en examen pour violence aggravée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, détention non autorisée en réunion d'armes et de munitions de catégorie A et trafic de stupéfiants. Donald Trump pourrait être jugé dans le contexte de l'attaque du Capitole par ses partisans républicains du 6 janvier 2021, une décision de la Cour d'appel des États-Unis, la plus haute juridiction fédérale du pays. Donald Trump avait mis en avant son immunité présidentielle dans cette affaire. Or, le plus haut tribunal de Washington a tranché en ce début décembre. Donald Trump a agi en sa qualité personnelle de candidat à la présidence lorsqu'il a incité ses partisans républicains à se rendre au Capitole. Conclusion, l'ancien président américain pourrait être poursuivi pénalement lors de cette émeute après sa défaite au présidentiel de 2020. Une décision judiciaire qui pourrait changer l'avenir de Donald Trump, lui qui serait favori pour désigner comme étant représentant des républicains face à Joe Biden pour les démocrates lors des élections présidentielles de 2024. À Nice, l'entreprise azuréenne Redonne a sorti des chaussures à destination des personnes à mobilité réduite. Elles ont pour but d'éviter les chutes et d'atténuer les douleurs. Une idée tout droit sortie de la tête de Romain Gastapaglia. Et si vous passez à Cagnes-sur-Mer, vous pourrez bénéficier de 2 heures de stationnement gratuit. Comme chaque année, la commune met en place cette initiative à l'approche des fêtes de fin d'année. Les parkings concernés sont celui de la Villette et l'extension de la rotonde dans sa totalité, le parking Sainte-Luce, la rue Bir Hakeim, le chemin des Grands Plans, au Cros et au Val-Fleury, le parking de la place Saint-Pierre, la rue Bayou, les avenues Massenet, Jean Jaurès et Ziem. Fin de cette offre le 30 décembre. Allez, on passe à la pause musicale avec Houdini de Dua Lipa. À tout de suite sur EDJ FM.
9h, la matinale de l'EDJ. Il est 8h20 et vous êtes sur la matinale de l'EDJ. Bon réveil à tous. Et sans plus tarder, on va faire un tour vers nos quotidiens. D'ailleurs, on va commencer avec Libération qui titre « Attentat à Paris, un passage à l'acte imprévisible ». Point d'interrogation. Le quotidien retrace le parcours tortueux d'Armand Radjabour, l'auteur du meurtre. Le Monde s'attarde plutôt sur la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et notamment son obsession à refuser un État palestinien. Du côté de l'équipe, il y a une histoire à écrire pour l'équipe de France. Le quotidien sportif revient sur le tirage au sort de l'Euro 2024 en Allemagne et les futurs adversaires des Bleus. Enfin, le Nice Matin se demande si la station Isola 2000 sera retenue pour les JO d'hiver 2030. Alors que la phase de dialogue semblait claire avec le CIO, la participation du lieu semble compromise. La chronique sport. Et ça y est, la magnifique série d'invincibilité de l'OGC Nice en ce début de saison s'est stoppée ce week-end. Les Aiglons ont perdu face à Nantes 1-0. Et Quentin, vous vouliez revenir sur cette incroyable période d'un point de vue comptable, mais pas du tout du niveau de jeu. Jour de match, prendre le tramway déjà bondé 2 heures avant le coup d'envoi, attendre avec impatience chaque arrêt de station pour profiter d'une bouffée d'air frais bienvenue, sentir une légère effervescence monter à l'approche grandissante du stade, puis profiter des animations autour de l'enceinte car sur le terrain, on le sait bien, ce ne sera pas la même chanson. Mais avant toute chose, rendons à César ce qui est à César. Après 3 mois de compétition, l'OGC Nice est dauphin du PSG. Plus fort encore, avec seulement 4 buts encaissés en 12 matchs, le gym détient la meilleure défense parmi les 5 grands championnats européens. Cerise sur le gâteau, les Aiglons n'ont jamais été menés au score. La forteresse niçoise semble impénétrable, en grande partie grâce à son nouveau gardien numéro 1, Marcin Bulka, élu meilleur joueur de Liga en septembre. Devant lui, Dante et Todibo forment une défense imposante. C'est au milieu de ces deux gaillards que le retour en trame pourrait être plus appréciable. Et que dire de Ndaï Chimillé ? Il est aussi difficile de le passer sur le terrain que de le nommer. La colonne vertébrale de l'OGC Nice est des plus solides. Dans l'enceinte du stade, l'essence même de l'expérience réside dans la capacité à vibrer, à se lever à chaque moment fort. Lorsque la nuit s'installe, la température suit la cadence et le match devient le seul remède pour se réchauffer. Cependant, le schéma de jeu instauré par le nouveau coach depuis cet été, Francesco Farioli, n'est pas des plus audacieux. La philosophie, elle est claire, patience, un tempo ralenti et une construction basse pour attirer l'adversaire et tenter d'accélérer le rythme quand la porte s'ouvre. Face à des équipes jouant en bloc bas, cette approche plonge systématiquement la rencontre dans une atmosphère soporifique, voire propice à une petite sieste. Il faut avoir bu sa ration de café pour apprécier le calme des relances niçoises et une stratégie qui privilégie la qualité des occasions plutôt que la quantité. Bref, le gym joue à l'italienne, ne pas prendre de but et marquer une fois de plus que l'adversaire. Ce style de jeu, il limite les joueurs les plus talentueux comme Kefren Turam ou Jérémy Boga. Pour les amateurs de football qui recherchent des matchs animés et des séquences offensives envoûtantes, le style de jeu actuel de l'OGC Nice manque d'éclat et d'enthousiasme. Bon, après au vu des résultats, difficile de donner tort à Francesco Farioli. À l'approche de l'hiver, il semble plus opportun de miser gros sur un manteau bien chaud qu'un match avec plus de 2,5 buts. De toute manière, je ne sors jamais sans le mien en ce moment vu les températures et surtout au stade. Merci Quentin. Le 2 novembre dernier, Camille Vigonne-Lecote, grand reporter chez l'Obs, publie Les Rapaces, une enquête de près de 2 ans sur David Racheline, maire de Fréjus, et son système. Léa, que pouvez-vous nous dire de plus ? Argent liquide qui coule à flot, marché public décrit comme truqué, arrangement entre RN et RL et LR. Les Rapaces, c'est un ouvrage dans lequel la journaliste Camille Vigogne-Lecoat dénonce l'affairisme et le copinage de David Racheline à travers leurs relations privilégiées qu'il entretient avec Alexandre Barbero, un influent entrepreneur est-varois. La journaliste mentionne également les trous dans la caisse de la mairie, masqués par de nombreuses ventes du patrimoine immobilier de la commune de l'Est-Var par exemple, ou encore des dérapages antisémites et les liens avec l'organisation violente d'extrême droite. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ouvrage est numéro 1 des ventes de livres politiques sur Amazon, numéro 60, toutes sorties confondues. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ouvrage a suscité nombre de réactions, notamment chez les principaux concernés. Et quelles sont-elles ces réactions ?
Déjà, il faut commencer par David Rachlin, donc le principal concerné. Celui-ci déplore une montagne d'ignominies concernant les accusations d'antisémitisme à son encontre. Il serait, d'après la journaliste, un habitué de ce genre de blague. Il déclare « Certes, c'est le jeu démocratique, mais je trouve que c'est particulièrement dégueulasse. Pour le maire d'extrême droite, ce livre n'est en rien journalistique, en rien sérieux, et il dénonce également le crédit accordé à ce livre dans certains médias, notamment sur le service public, sans utilisation élémentaire du conditionnel et sans contradiction. Ici, le maire fait en fait référence à l'invitation de Camille Vigogne-Lecoat sur France 5 dans C'est à vous. De leur côté, les Républicains, également visés dans l'ouvrage, se défendent à leur tour, notamment Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël. Accusé d'être de mèche avec David Rachlin, il s'est exprimé auprès de nos confrères de Nice Matin et cible un pamphlet d'une journaliste s'abaissant à colporter des rumeurs qui se présentent de manière caricaturale et méprisante. Son agglomération, fin de citation, enfin. Marine Le Pen, présidente du Parti du Rassemblement National, a déclaré le 8 novembre dernier sur RTL « David Rachlin, je lui accorde ma confiance, sauf démonstration contraire. Pour l'heure, David Rachlin a déposé plainte contre l'autrice. Le parquet n'a pas encore ouvert d'enquête. » Merci Léa pour ce retour sur cette enquête et on passe à la chronique culture. Le célèbre chanteur canadien The Weeknd est présent dans un nouvel événement inattendu, un concert virtuel, et cela se passe sur un jeu vidéo très connu Arnaud. Oui, je pense que vous avez tous entendu parler de Fortnite, vous aussi, je pense, Alexandre. Ouais, ça m'est arrivé de jouer. Oui. Alors, le jeu fait de nouveau parler de lui actuellement, après un concert à succès du rappeur Eminem, ce n'est pas rien. C'est le très connu The Weeknd qui débarque faire un show en direct. Alors, ça se passera le 9 décembre, en direct du jeu. Les développeurs s'attendent d'ailleurs à une forte présence des joueurs, comme les près de 211 millions de spectateurs qui s'étaient amassés pour assister à l'événement précédent. Y a-t-il des nouveautés avec ce concert ? Et oui Alexandre, la saison 5 a été lancée avec une nouvelle carte, mais aussi de nouvelles fonctionnalités. Mais c'est pas là le plus intéressant, un nouveau jeu à part entière va apparaître sur la plateforme. Je me demande si vous vous rappelez de GarageBand, vous savez, ce jeu de guitare avec des cases de couleurs verte, jaune, rouge et bleu où il fallait cliquer au bon moment pour composer une musique. Ah oui, je me rappelle, hein, quand j'étais plus jeune, je jouais, je m'amusais à faire le rocker. Et je m'en doutais, et c'est justement pour ça que je vous parle de cette actualité, puisque le même jeu, le même principe va débarquer. On ne connaît pas encore exactement la forme que cela va prendre, mais des anciens développeurs ont déjà été engagés pour s'occuper de cette partie. Il y a fort à parier que cela donne un nouveau souffle au jeu et que d'autres stars se présentent rapidement dans Fortnite. Qui sait, le successeur du jeu de guitare est peut-être assuré dans un Battle Royale. J'en profiterai pour allumer ma console pour assister à cet événement. Merci Arnaud. Et on termine avec le rappel des titres de Théo. EDGFM, les étudiants vous informent. 2 jours après l'attaque à Paris, une question se pose, Théo. Y a-t-il eu des défaillances dans le suivi de l'assaillant? Armand Rajapour Miyadoab a été écroué en 2016 pour un projet d'attentat. Il était suivi pour ses troubles psychiatriques mais a été relâché en 2020 malgré sa radicalisation. Sa mère avait pourtant signalé son comportement à la police fin octobre. Pour le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ce matin, l'enquête montre que le parcours de l'assaillant est conforme au droit. New York a aussi vécu une attaque hier dans le Queens. Ça s'est passé au petit matin dans une maison incendiée. Un homme a tué 4 personnes dont 2 enfants au couteau cuisine. L'un des policiers dépêchés sur place a tiré sur le suspect qui est décédé. Il avait 39 ans et avait déjà été arrêté pour des faits de violence domestique. À Nice, une personne sans domicile fixe a été retrouvée morte en pleine rue hier, rue Joseph Bresse précisément, juste derrière l'église Saint-Nicolas. Les pompiers et policiers ont coupé la circulation vers 19h30. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues. Les 2 hommes interpellés jeudi dans le quartier des Moulins ont été placés en détention provisoire. Cela fait suite aux tirs entendus dans le quartier en début de semaine dernière. 2 personnes avaient été retrouvées blessées par balle. Les suspects arrêtés par le raid sont mis en examen pour violence aggravée, association de malfaiteurs, port d'armes non autorisées et trafic de stupéfiants. Si vous empruntez l'autoroute A8 reliant les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, le péage vous coûtera environ 3% plus cher en février 2024. Ce n'est pas tout, les sociétés d'autoroutes comptent en effet répercuter la taxe sur les super-profits à partir de 2025. La fameuse taxe décidée par le gouvernement doit permettre un gain de 600 millions d'euros pour les finances publiques. Attendez-vous donc à une hausse du prix plus importante en mai 2025. Et puis une bonne nouvelle pour finir, samedi et dimanche, un second marché de Noël s'installe à Nice pour la 10e année consécutive, et pas n'importe lequel, il s'agit d'un marché spécialement dédié à 30 créateurs locaux. Alors si vous cherchez des idées de cadeaux à mettre sous le sapin, rendez-vous ce week-end
au 7e étage de l'hôtel Aston La Scala. L'entrée est libre et gratuite. Merci Théo, et je ne sais pas si vous vous rappelez du bébé Noah qui avait été sauvé après avoir été abandonné dans un conteneur à Rennes en octobre dernier. Eh bien, les pompiers qui l'ont sorti de là ont été décorés de la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement. Comme quoi on aura toujours besoin des pompiers. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Je remercie nos chroniqueurs Arnaud, Léa, Quentin et Hugo pour leur participation. Merci à mes deux légendaires acolytes Mylène et Théo. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur EDJFN. Bonne journée à vous. EDJFM.